Salut, salut. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite nouvelle série du coup de code. Du coup là on s'est arrêté à la série 11, on commence directement la série 12. 2 secondes. Ok, parfait, c'est parti. On a toujours bien sûr le petit carnet pour prendre des notes et on est tout bon. Voilà. Zone 30. Cette limitation de vitesse s'applique aux cyclomoteurs, oui. Aux voitures, oui. Ce panneau indique une zone où tous les usagers peuvent circuler, limité donc à 30 km/h. À qui s'applique cette limitation? À tous, voitures, motos, cyclomoteurs, poids lourds et même pourquoi pas aux cyclistes. Ah là là, très bien, très bien. La consommation de cannabis en faible dose augmente le risque d'accident. Oui, à moins de prise de cannabis augmente les risques d'accident, ça c'est sûr. Le cannabis augmente le risque d'accident, altération des capacités psychomotrices, diminution de certains réflexes, troubles de la vision, de l'ouïe, de la mémoire. S'il existe bien une relation entre risque et quantité absorbée, on se rend compte que même à faible dose, le risque d'être à l'origine d'un accident est déjà multiplié par 2. D'accord, très bien. On voit le panneau, du coup, ce panneau annonce du coup une bifurcation, une sortie. Je ne sais pas ce que c'est une bifurcation. J'imagine que une bifurcation, c'est une voie pour reprendre l'autoroute dans, dans une autre voie. Enfin, une autre autoroute, quoi. Parce que là, on voit A, c'est pour autoroute. Hein, on voit bien A et A. Du coup, ce serait une bifurcation et ce ne serait pas une sortie. C'est juste... on a quand même Lyon-Masson, sud. Non, le A405, c'est pour ça, en fait. Hein. Je dirais que c'est une bifurcation et pas une sortie, du coup. Ah, ce panneau annonce 2 directions à droite, proches l'une de l'autre. La première n'est pas une sortie, mais une bifurcation. Ok, une bifurcation, on avait compris, du coup, c'est pour une... Ok. La deuxième est bien une sortie, la sortie numéro 3, et elle se trouve après la bifurcation. C'est moi ou je vois mal? Donc ça, c'est une sortie. Bon, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Ok, ça, c'est une sortie numéro 3. Ok, donc il fallait mettre les deux, très bien. Mais on avait bien compris au niveau de la bifurcation, ça c'est pas mal plutôt. Le chargement peut dépasser d'1 mètre à l'avant de la voiture, à l'arrière de la voiture. Je dirais pas à l'avant, mais plutôt à l'arrière. En cas d'accident, au moins que, qu'à l'arrière, tu vois, ça se voit, et que la voiture à l'arrière vont prendre en considération le fait que ça peut dépasser d'1 mètre, de toute façon, je sais, donc du coup, à l'arrière, ça c'est possible, ça c'est pour ça. Mais le chargement à l'avant, en cas de freinage nécessaire, je dirais non à l'avant. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une voiture avec quelque chose qui dépasse à l'avant. Le chargement ne doit jamais dépasser l'aplomb avant de la voiture. En revanche, à l'arrière, c'est possible jusqu'à 1 mètre. Le chargement qui dépasse n'a pas besoin d'être signalé. De 1 à 3 mètres, le chargement doit être signalé à son extrémité par un dispositif réfléchissant, adapté, éclairé en rouge la nuit. Mais dans tous les cas, il ne peut dépasser plus de 3 mètres et ne doit pas pouvoir toucher le sol. Ok, donc ça c'est bien, et du coup rien à l'avant. On retient. La limitation de vitesse est temporaire, non. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous de 70 km/h, oui. La limitation de vitesse est de 70 km/h. Il ne s'agit pas d'un panneau temporaire, l'endroit est donc dangereux de façon permanente. Mais ici, un panneau temporaire a été ajouté à cause de la présence exceptionnelle de gravillons. Je dois donc ajuster ma vitesse à ce danger supplémentaire et réduire ma vitesse en dessous de 70 km/h. 50 km/h peut-être, et dans un premier temps, quitte à ajuster, en découvrant ce qui m'attend dans ce virage. Ok, très bien. Lors d'un contrôle, le bruit de la voiture est mesuré
à proximité du pot d'échappement, ça je pense. Dans le compartiment moteur, ça me paraît très bizarre. Dans l'habitacle, dans l'habitacle, c'est ton problème un peu. Du coup, je dirais pas dans l'habitacle, dans le compartiment moteur. Je dirais peut-être comme ça. Ok, donc c'était juste à proximité de l'échappement. Okay, cet appareil est un sonomètre qui permet de mesurer l'intensité du bruit et peut être utilisé par les forces de l'ordre pour mesurer le bruit d'un véhicule afin de le comparer au bruit qu'il devrait émettre. Inscrit sur le certificat d'immatriculation. Un bruit excessif est généralement révélateur d'un pot d'échappement en mauvais état ou modifié, ce qui est interdit donc peut être verbalisé. Lors de cette mesure, l'appareil est placé à l'extérieur de la voiture, à 1 mètre environ de la sortie du pot d'échappement. Ok, très bien. On retient. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie est maximale immédiatement. Après 30 minutes environ, l'alcoolémie diminue toutes les heures d'environ. Notre petit calcul. Donc c'est que 0,25 mg c'est 0,5 g. Du coup, et nous on sait que c'est 0,10 mg je crois par heure, je crois. Du coup, il faudrait le diviser par 2. Non. Non, par 2,5 en fait, excusez-moi. Du coup, je vais plutôt mettre 0,15 g. À jeun, l'alcoolémie est maximale plus rapidement que lorsque l'alcool est absorbé au cours d'un repas, en une demi-heure ou d'une heure. Ensuite, l'alcoolémie décroît lentement à raison de 0,10 à 0,20 g par litre de sang et par heure, selon les individus, moins 0,15 g par litre en moyenne. Ok. En fait, c'est comme c'est entre 0,10 et 0,20 g. Ils prennent, je crois, 0,15 g. Ouais. Ok. Ils prennent la moyenne, quoi. Ok. Très bien. Moi, dans ma tête, c'est 0,10 g, mais en fait, non, c'est entre 0,10 et 0,20. Si je ne respecte pas le décret de circulation alternée mis en place à cause de la pollution, je risque une amende, une immobilisation de ma voiture, un retrait de points sur mon permis, une suspension de mon permis. Bon, ouais, une suspension de mon permis, dans le cas où je n'aurai plus de points. Ah. La circulation alternée a pour but de réduire la densité du trafic afin de faire baisser un pic de pollution. Elle interdit l'utilisation de certains véhicules certains jours selon l'énergie qu'ils utilisent et le numéro d'immatriculation. Si je circule dans une zone où cette mesure est mise en place alors que je n'y suis pas autorisé, je risque une amende et une immobilisation de ma voiture. Ok, mais pas de retrait de points. On retient. Je dois reculer. On voit qu'il n'y a rien à l'arrière. Pour moi, non. On voit même pas ce qui se passe là. Non. Je circule dans un passage étroit où il serait impossible de croiser ce car. Mais j'arrive au bout et le car n'est pas engagé et je peux passer à côté. Il serait donc illogique de reculer, avec les risques que cela comporte. Je poursuis mon chemin, le car passera après moi. Parfait, ça. Lorsque je mets le contact, tous les voyants d'alerte s'allument. C'est normal, oui. Cela permet de vérifier qu'il fonctionne, oui. Ok, ça on savait. Manipuler son téléphone en condition multiplie le risque d'accident par. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Ça me paraît beaucoup, hein, 33. Déjà 13 même, ça me paraît beaucoup. Entre 3 et 13, hein. 13, ça me paraît vraiment énorme. Mais bon, vu qu'ils ont sorti des gros chiffres, je mets 13. 23. Manipuler téléphone
conduite égale chance d'accident fois 23. Très bien. Une récente étude sérieuse a montré que manipulation de téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident par 23. Ce n'est pas une surprise puisque la manipulation de l'appareil oblige à quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes, autant conduire les yeux fermés. Sachant cela, quelle personne de bon sens peut encore prendre de tels risques et les faire encourir aux autres usagers par la même occasion? Merci. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter, non. Je dois céder le passage, oui. Le feu est jeune clignotant, au milieu, tous les feux de l'intersection sont donc dans cet état. Il ne fonctionne pas. En pareil cas, il existe une règle. Soit il n'y a aucun panneau de priorité fixé sur le même support que le feu et j'applique alors la règle de la priorité à droite. Soit il y en a un et c'est lui qui compte. Ici, il y a un panneau de céder de passage, on l'a bien vu, il est juste ici. Je n'ai pas d'obligation de m'arrêter, mais je dois céder le passage aux autres usagers. Très bien. De nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Je dirais oui. Ça a d'avoir une trop forte luminosité. Lorsque je circule la nuit, une intensité lumineuse trop importante du tableau de bord peut devenir gênante. Voilà. Genre dangereux, en effet, si l'éclairage est trop présent dans la voiture, les yeux s'habituent mal à l'éclairage de la route par les feux ou les lampadaires et le conducteur risque de percevoir un danger trop tard. Aussi, il est possible de régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord par une commande appelée rhéostat. Il peut s'agir d'un commutateur ou d'une bague à tourner ou encore d'une commande numérique. Pour le savoir et connaître son emplacement et son fonctionnement, le mieux est de se reporter au manuel d'utilisation de la voiture. Merci. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant si je circule. On ne voit pas les flèches. À n'importe quelle vitesse, l'espace n'est pas suffisant. Les marquages au sol en forme de V sont des chevrons. Donc on doit avoir 2 chevrons, j'imagine. Comme une lumière bleue qui peuvent être fixées au parallèle du tunnel, ce dispositif permet aux usagers de contrôler l'intervalle de sécurité entre 2 véhicules. L'intervalle doit permettre de voir en permanence 2 chevrons entre mon véhicule et celui qui me précède. Cette distance doit être respectée, que je sois à la vitesse maximum autorisée, très en dessous, ou même si la circulation s'arrête. Ici, l'intervalle de sécurité est donc insuffisant, que je circule à 70 km/h ou à 15 km/h. C'est parfait. En cas de vol de mon permis, je le déclare à la préfecture, à la police ou à la gendarmerie. Je recevrai un récépissé valable pour conduire pendant 6 mois, ça me paraît beaucoup. Police, façon gendarmerie pour vol. Préfecture aussi, je dirais. Par contre, est-ce que je recevrai un récépissé valable pour conduire pendant 2 mois, 6 mois? En fait, je sais pas si c'est le temps de repasser le permis, qu'on te leur photocopie, je sais pas quoi. Je vais mettre 6 mois. Ok. En cas de vol de mon permis de conduire, je dois faire une déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. En cas de perte, vous devez uniquement faire la déclaration en préfecture sur le site. Ok. Donc, préfecture, c'est pour la perte et gendarmerie, c'est pour le vol. Ok, ça on retiendra bien. Déclaration permet d'obtenir un récépissé qui autorise de conduire en attendant de recevoir le nouveau permis. Attention, ce document n'est valable que 2 mois. Ok. Merci à toi. L'éco-conduite réduit le risque d'accident, réduit la pollution, augmente le coût d'entretien de la voiture, augmente le stress du conducteur, réduit le risque d'accident. Tant souvent on va aller moins vite, etc. Bam. Yes.
L'éco-conduite réduit la consommation de carburant, donc bien sûr la quantité de gaz polluant. La mécanique étant moins sollicitée, la conduite économique permet aussi de réduire les frais liés à l'entretien de la voiture, moins le régir du moteur, mais aussi des freins, pneus par exemple, qui durent ainsi plus longtemps. L'éco-conduite permet aussi de réduire le stress du conducteur, il anticipe davantage, donc se met moins souvent dans des situations d'urgence, ce qui lui permet d'arriver à destination en étant détendu. Parfait ça. L'absence de lave-glace peut rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui. Il y a même le moindre salissement en fait. Donc, quoi qu'il arrive, lorsqu'il commence à pleuvoir, le lave-glace peut être utile pour dégraisser le pare-brise. En effet, petit à petit, une pellicule grasse s'accumule sur les vitres. Celle-ci devient particulièrement gênante lorsqu'il commence à pleuvoir. Elle empêche l'eau de s'évacuer. Mais le lave-glace est très utile aussi lorsqu'il fait beau pour nettoyer la poussière ou les impacts d'insectes, surtout la nuit. Un pare-brise propre est un gage de sécurité. Il retarde l'apparition de la fatigue sur les longs parcours. Je souhaite emprunter cette sortie. Je commence à ralentir. On voit que la sortie est assez proche. La route est très glissante. La sortie moins empruntée, pas forcément traitée, risque d'être encore plus léger. Donc intérêt à commencer à ralentir tranquillement pour ne pas surprendre le conducteur du camion et en freinant très légèrement pour que mes feux stop l'avertissent de ma manœuvre en complément du clignotant. Pendant mon ralentissement, je surveille mon rétroviseur pour vérifier que le camion ne se met pas en difficulté. Dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h. Pour éviter tout risque d'accident mortel, pour faciliter la cohabitation. Bah oui, entre différents usagers, tout à fait. Les zones de rencontre sont des quartiers. Ouais, bon, ça on a compris, merci à vous. La vitesse est limitée à. Voilà, en fait c'est 90 km/h, on est sur une double voie. Et là il n'y a pas de terre-plein pour avoir le 110. Du coup on est sur du 90. On connaît. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue, oui. Augmente le temps de réaction. Oui, parce que je suis mal assis. C'est pourquoi avant de partir, je dois prendre le temps de m'installer, tout régler. Si je considère en cours de route que ce n'est pas parfait, je n'hésite pas à m'arrêter pour refaire cet ajustement. Certains facteurs pourtant facilement évitables favorisent l'apparition de la fatigue, donc augmentation du temps de réaction. Parfait. Pour ralentir ma voiture et éviter tout dérapage, je privilégie le frein moteur, qui va être moins violent. La route est glissante et il reste de la neige fondue et compte tenu de la température du sol, il n'est pas exclu de trouver localement du verglas. Plutôt que d'utiliser les freins qui ne doivent servir que ponctuellement et donc pourraient déstabiliser la voiture dans ces conditions, il est préférable d'utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrogradé, pour profiter d'un freinage plus doux. Voilà, parfait. Et continue. Donc sans à-coups, voilà, afin de ne pas glisser, etc. Je peux circuler avec les feux diurnes. Ah ça, j'étais déjà tombé sur les feux diurnes. Et j'ai oublié ce que c'est. C'est incroyable. On va voir si j'ai noté. Parce que là, je dois noter, c'est pas possible. Ok. Feu diurne, voilà, c'est feu de jour, temps clair. Non. Feu de position. Souvent, les situations à l'avant de la voiture, ils sont prévus pour circuler de jour par temps clair. Ici, ils ne sont pas adaptés, ne serait-ce parce qu'aucun feu ne serait allumé à l'arrêt de ma voiture. Je dois circuler en feu de croisement, voilà, parfait, avec éventuellement les feux de brouillard en complément. Le régulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui. Oui. Empêche tout risque d'excès de vitesse. Bah non, si tu l'as mal réglé, frère.
La plupart des voitures modernes sont équipées d'un régulateur de vitesse. Cet accessoire permet de maintenir l'allure de la voiture sans que le conducteur n'ait besoin d'accélérer. Il limite donc le risque d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. Ok, parfait. C'est ce qu'on se disait. Le panneau recouvert de neige peut annoncer que je devrais céder le passage. Non. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection. On parle là du panneau qui est recouvert de neige. Hein. Donc non. Après le panneau recouvert de neige, je vois un panneau qui me rappelle que je circule sur une route à caractère prioritaire. Le panneau recouvert de neige ne peut donc pas m'avertir d'une intersection priorité ponctuelle, c'est-à-dire uniquement à la prochaine intersection, encore moins que je devrais céder le passage. Un panneau annonçant un carrefour à sens giratoire par exemple. En fait, je pourrais vous dire, je le vois, hein, c'est comme la cicatrice de Harry Potter, frérot. Ça annonce, je pense, des petits virages. Mais bon. Si j'accélère alors que je suis sur le point d'être dépassé, je suis en mode oui. Arrêterai de point sur le permis, oui. C'est dangereux quand même. Lorsque je suis sur le point d'être dépassé, je dois conserver mon allure inchangée. Ne pas ralentir mais ne pas accélérer non plus, afin de ne pas surprendre ou gêner l'usager qui dépasse. Ce serait une action aussi stupide que dangereuse. Si j'accélère alors que je suis sur le point d'être dépassé, je risque une amende, un retrait de point sur le permis, voire une suspension de celui-ci. Cette signalisation doit m'inciter à ralentir, oui, à anticiper les dépassements. Anticiper les dépassements. Anticiper les dépassements. Donc si je me fais dépasser, je ralentis, je comprends pas. On va voir. Cette signalisation peut être mise en place dans une descente et une montée. Le panneau est alors inversé. Il indique un risque important d'être surpris par un véhicule lent, donc un risque de collision. Il doit inciter à ralentir, puisqu'un écart de vitesse supérieur à 40 km/h entre deux véhicules peut s'avérer dangereux. Il doit aussi inciter à anticiper le dépassement afin de ne pas être mis en difficulté à cause d'un manque de temps ou d'espace pour changer de voie. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. Non. Pratiquer la conduite économique, il faut effectivement éviter de faire tourner son moteur trop vite. Pour cela, on passe au rapport de vitesse supérieure dès que possible. La conduite économique, ce n'est bien sûr pas que ça. Il faut aussi veiller à l'entretien de sa voiture, bien gonfler les pneus sans excès, et surtout anticiper tous les ralentissements, donc observer loin, large et analyser les situations pour relâcher l'accélérateur le plus tôt et le plus souvent possible. Pour retrouver une vision normale après un éblouissement, il me faut généralement un éblouissement, c'est 5 secondes. Hein. L'œil humain a besoin de temps pour s'habituer à un changement d'intensité lumineuse. C'est la pupille qui assure ce rôle. Elle se dilate ou se rétracte, laissant passer plus ou moins de lumière. De nuit, la pupille laisse passer un maximum de lumière, alors si une source lumineuse intense apparaît brutalement, les phares d'une voiture par exemple, le conducteur est ébloui pendant le temps nécessaire à la pupille pour s'adapter. Et à l'inverse, lorsque la source de lumineuse disparaît, il faut encore un certain temps à la pupille pour s'adapter. Ainsi, le conducteur a son acuité visuelle dégradée pendant plusieurs secondes, 5 voire plus, ce qui peut être très dangereux, alors que sa voiture continue d'avancer à 80 km/h en 5 secondes, on parcourt plus de 100 mètres. Ok. La signalisation autorise le dépassement. Ah bah, ça c'est une signalisation qui du coup invite à ne pas dépasser. Enfin, qui ne conseille vraiment pas de dépasser. Mais c'était pas, ça c'est pas quand les lignes sont rapprochées là, ça, c'est pas un truc qui doit, te mener à ne pas dépasser, enfin, je sais pas.
circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche. Ligne de dissuasion, voilà, dissuasion sépare les deux voies de circulation. Pourquoi? Parce que j'approche une sortie. Ce sera le cas pour interdire aux usagers de circulation dans la voie de gauche d'emprunter cette sortie. Leur manœuvre serait trop dangereuse à cette vitesse. Mais cette ligne ne m'interdit pas de commencer un dépassement, étant donné que la voie est libre derrière moi, je peux entamer le dépassement. Ah, d'accord. En fait, il y a plusieurs. Ok, ok. Là, c'est pour ceux qui sont. De dissuader ceux qui sont sur la ligne de gauche de sortir, en fait. Très bien. En cas d'accident, si je suis placé trop près d'un airbag, son déclenchement peut aggraver mes blessures, oui. Lorsqu'il se gonfle, l'airbag a une vitesse proche de 300 km/h, ça on l'avait vu. Bam. Next. Le risque d'aquaplaning dépend de l'usure des pneumatiques, oui. De la quantité d'eau sur la route, oui. Ça c'est plutôt logique, enfin oui, merci à toi. En conduite à compagnie, il y a un nombre minimum de kilomètres à parcourir, il y a un délai minimum avant de passer le permis. En conduite supervisée, ah ça faut connaître, hein. Ça je ne connais pas. Aïe aïe, en conduite accompagnée. En conduite supervisée. J'ai un kilomètre à parcourir. Conduite supervisée, c'est. Ah, tu penses que c'est que tous les deux ils ont 1 kilomètre. Et l'un il a l'autre en plus. Bam. Ok. Conduite accompagnée, il y a un délai minimum d'1 an entre le moment. Où l'on commence à conduire avec son ou ses compagnies, au moment où l'on peut passer. Okay. À condition d'avoir l'âge récupéré par exemple. Il faut aussi avoir parcouru 3000 km dans des situations aussi diverses que possible. En conduite supervisée, ces délais minimum n'existent pas, mais il faut renforcer son expérience en essayant de diversifier. Ok, donc c'est AB et les. Ok. En fait, là c'était plutôt correct, mais là, vraiment, en fait, supervisé, il n'y a rien. Très bien. La signalisation m'informe que la route est prioritaire. À la prochaine intersection uniquement. Non. C'est une voie prioritaire. Pendant toute la traversée de l'agglomération. Oui. Non. Panneau au-dessus du panneau d'entrée d'agglomération informe que je circule sur une route à caractère prioritaire, ce qui signifie que je ne devrais pas avoir à céder le passage à la prochaine intersection et au suivant. Mais ce n'est pas parce qu'elle est fixée sur le même support que celui d'entrée d'agglomération que je serai prioritaire. La route peut très bien perdre son caractère prioritaire, je serai alors averti de d'être vigilant. Okay. La nuit, l'évaluation de distance est faussée. Bah, je vois pas pourquoi. Hein. Les distances et les vitesses. Vitesse peut-être. On va mettre vitesse pour oui, allez c'est bon. Et distance. Bon en fait pour moi c'est non non. Hein. Mais bon, s'il pose la question, c'est qu'on peut se poser la question. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi je vais mettre oui pour les deux, on va voir ce que ça donne. Okay. La nuit, les champs visuels se résument à la portée des feux, difficile donc de voir loin, plus particulièrement si je circule en feu de croisement et impossible de voir sur les côtés. Les formes sont aussi plus difficiles à reconnaître puisque certaines surfaces ne reflètent pas la lumière alors que d'autres sont très réfléchissantes. En conséquence, l'évaluation des distances et des vitesses peut être faussée, faute de points de repère. La circulation de nuit est un exercice difficile même si elle est moins dense. Pour preuve, il y a autant de tués la nuit que le jour. Ok. La meilleure chose à faire est de... Bon, on ne voit pas de chevaucher à l'immédiat alors qu'il y a un automobiliste qui arrive en face, ça me paraît bizarre. Hein. Moi, je vais plutôt ralentir.
Non, je ne veux pas être clignotant, un juge ralenti, frérot. Les feux stop la voiture arrêtés sur l'accotement doivent m'interpeller. Il y a du monde à bord. Peut-être aussi à proximité prudente, je pourrais décider de m'en écarter en chevauchant une. Mais ça serait prendre le risque de les gêner, de surprendre un conducteur de la voiture en arrivant en face. La chose à faire est de réduire significativement la vitesse et de conserver le pied droit au-dessus du frein. Je verrai alors si je peux m'écarter légèrement à gauche, mais sans chevaucher à l'immédiat. Mettre le clignotant à gauche pourrait aussi être utile pour attirer l'attention du conducteur arrivant en face. Il comprendrait ainsi mon intention de serrer légèrement vers lui. Pour moi, le clignotant c'est pour tourner, mais bon, d'accord. On apprend. On saura transporter un enfant allongé sur la banquette arrière et sans danger. Bah, faux, bam bam. Par contre, en fait, là on se dit, peut-être qu'on progresse pas tant que ça, mais de toute façon, on l'a vu hier, là, avec le 39 sur 40. Ça, c'est juste parce qu'on avait déjà travaillé un peu ces questions dans les semaines passées, enfin dans les jours passés. Donc, du coup, vraiment, c'est hyper efficace. Chaque truc là, presque, on retient. Alors, la visibilité est plutôt bonne, hein. Feu de croisement, j'ajoute les feux de brouillard. Arrière. Mais pourquoi je me force à appuyer en fait? Il n'y a pas besoin, oui, plus pour que ma voiture soit bien visible. J'allume donc les feux de croisement. Je n'ai aucun autre choix possible. Quant au feu de brouillard, la pluie n'est pas assez forte pour que leur allumage soit justifiablement. C'est une chose interdite par temps de pluie. Interdit. Ils sont même interdits, ok. Pourquoi je me force en fait? Là, je suis arrivé sur là, bam, je circule avec. Là, j'ajoute les feux de brouillard. Avant-arrière, en fait, je me suis dit, il n'y a pas le non ou arrière, des choses comme ça. Du coup, je me suis dit, il faut forcément mettre un truc. Non. Feu de croisement, c'est bon. Pas obligé de choisir quelque chose. Très bien. Il est plus facile pour les secours de localiser un appel passé depuis un téléphone portable, une borne d'appel urgence, j'imagine, bam. C'est logique. L'utilisation d'un téléphone en collision est relevée dans... Ouh. Bon, 1 sur 2, ça me paraît énorme, mais 1 sur 10. Parfait, 1 sur 10. Téléphone en collision multiplie le risque d'accident par 3. Tous les accidents ne sont pas graves, heureusement, mais si on se réfère uniquement aux accidents corporels, on se rend compte que dans un accident sur 10, l'un des conducteurs était au téléphone. A noter que l'utilisation d'un kit main libre ne change rien à la dangerosité. Ce qui est en cause, c'est l'attention du conducteur qui est perturbée. Parfait, ça. 30, 40, bon, on commence un peu à remonter les scores. Là, la dernière fois, on se limitait plutôt à 25, 24, 27, 30, ok, on remonte un peu. Putain, ça part, je crois qu'on a fait une longue liste là, ouais. On a fait pas mal de juste de suite, c'était pas mal. Là, à la fin, on a repris quelques fautes, mais bon. Plutôt correct, on a appris pas mal de choses, on a pris encore quelques petites notes. On est bien, on est bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. On est un peu fatigué. Donc, en fait, le plus important, c'est la régularité. On va pas se mettre on va pas se fatiguer pour pas grand chose. On est régulier, on continue de relire notre petite fiche, on apprend bien. Et c'est parfait. Du coup, on se retrouve dès demain. Merci d'avoir suivi les vidéos. Ciao, ciao.